Bonjour Monsieur Plon-Gardassac. Bonjour Diane, vraiment je suis heureux que vous ayez pu venir et je tiens à vous remercier Oui, publiquement. C'était pas gagné. Parce que c'était pas gagné, c'était vraiment le parcours du combattant avec ses fichues grèves. Et donc vraiment merci de votre esprit de militantisme. Et je vous ai déjà dit qu'on devrait vous cloner, mais il n'est pas interdit que d'autres prennent simplement exemple sur vous. Et vous aussi, mon cher. Bonjour, monsieur Et sur vous Toncard. aussi, mon cher. Me voilà revenant. Alors en parlant de grève, elles se succèdent et s'ajoutent aux manifestations étudiantes. Cela ne vous rappelle-t-il pas les débuts de mai 68 ? Bon, je crois que ça me le rappelle, incontestablement, et en plus de ça, il y a un certain nombre d'intervenants médiatiques qui le souhaitent, à commencer par un certain Mélenchon. Alors les grèves, bon, on en a déjà parlé, je crois, lors du dernier entretien. Je trouve ça absolument scandaleux de la part des syndicats que, au lieu de s'attaquer aux responsables politiques, s'ils ont quelque chose à reprocher sur la politique qui est menée, s'attaquent aux utilisateurs des trains, des moyens de transport ou toute autre chose qui est utile au travail des Français. Donc je trouve ça absolument scandaleux, et vous savez très bien quelle est ma position là-dessus. Les syndicats doivent disparaître. Ils doivent être supprimés, ils doivent être remplacés par... Des corporations. C'est encore autre chose, par une justice du travail. Une justice du travail qui effectivement, au sein des corporations, c'est comme ça que se réglaient les conflits, Oui. à l'époque. Ils avaient une justice interne qui jugeait, évaluait, arbitrait les conflits entre les différentes personnes. Et c'est ça que la Révolution dite française a voulu supprimer, justement, parce que ça donnait un équilibre, ça a empêché d'envenimer les choses, et surtout ça a empêché ce qui est issu de la Révolution dite française, la lutte des classes. C'était pas une lutte des classes, c'était l'harmonisation d'intérêts privés au sein d'un même travail, qui reliait l'ouvrier, l'intermédiaire, le patron. Bon, c'était différent qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'industrialisation. Oui, on parlait mais beaucoup. ça permettait d'harmoniser, sans en arriver à des situations sur le plan national. Et puis il y avait une progression possible au sein de... Et il y avait une progression possible, justement. C'est comme ça, d'ailleurs, que beaucoup de Français, à l'époque, sont passés du petit niveau où ils étaient d'artisans, sont montés sont devenus une classe moyenne, bourgeoise, etc. C'était un équilibre. C'était pas parfait. Parce que, bon... Sur le plan humain, rien ne peut être parfait, mais c'était une approche qui permettait d'éviter les conflits sociaux sur le plan national. Donc, les syndicats, alors en plus de ça, quand on sait comment sont gérés ces syndicats, comment ils profitent de la manne de l'État et des entreprises privées, Honteux. qui les soudoient Honteux. pour avoir relativement... Donc c'est perpétuellement un jeu de rôle. Perpétuellement un jeu de rôle. Il faut que ça cesse. Si on veut que la France puisse un jour réémerger, refonder la puissance qu'elle avait sur le plan économique, ne serait-ce qu'économique, il faut commencer par supprimer les syndicats. Les problèmes, les litiges doivent être réglés par une justice du travail. Alors, les étudiants. Les manifs des étudiants, c'est quoi? Là encore, c'est la fermentation qui a émergé en mai 68, donc quasiment les mêmes. C'est fou ce qu'on interviewe d'ailleurs en ce moment Cohn-Bendit sur les ondes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, j'ai remarqué, oui, toujours. Ah, c'est curieux, c'est pas un clin d'œil ça. Alors, les étudiants, c'est très simple. Bon, ils ne veulent pas travailler.
Ils ne veulent pas de sélection. Bon. Ben, il n'y a plus de mérite. Il n'y a plus de mérite, surtout pas. C'est une notion contre-révolutionnaire, le mérite. Ben, oui. Une notion fasciste, nationaliste, Ben oui. appelez ça comme vous voudrez. Bien sûr. Donc, les étudiants comme ça, c'est dehors. Dehors de l'université. Il faut reprendre l'outil d'enseignement des Français d'entre les mains de toutes ces crapules qui font tout pour créer une masse de désœuvrés, d'ignorants et de petits révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont plus facilement manipulables. Ben évidemment, plus ils sont bêtes, plus ils sont manipulables. Alors on va passer à un autre sujet aussi chaud. Hein. Voilà, alors pouvez-vous revenir sur la tuerie de Carcassonne et la mort du lieutenant-colonel Beltrame? Alors, c'est une affaire. L'impression que cela m'a donné quand j'ai vu émerger l'information et les premiers commentaires, c'est que on cherchait à nous embrouiller. Alors, premièrement, l'information, colonel Beltrame était 33e degré de la Grande Loge de France. Bon. Et tout de suite, communiqué de la Grande Loge de France, pas nationale, Grande Loge de France, lui rendant hommage de son sacrifice, etc. Donc récupération de l'acte tout de même relativement héroïque du lieutenant-colonel en question. Et puis là-dessus sont venus se rajouter un certain nombre d'informations, comme quoi, certes, il avait été franc-maçon, de haut grade, mais qu'il s'était converti. Que, étant marié civilement avec son épouse, il voulait régulariser sa situation sur le plan religieux, qu'il allait être marié par un prêtre. Et là, je peux dire que la chose est sûre, parce que je connais le prêtre en question, qui est un des moines de l'abbaye de la Grâce, le père Jean-Baptiste, qui a préparé en plus de ça ma propre fille aînée au mariage. Donc, je connais. Donc, s'il dit que le lieutenant-colonel Beltrame s'était converti, C'est que c'est une information c'est que avérée. c'est sûr. Voilà. Bon. Donc, il y a évidemment tous les médias. Bon, ils en ont un petit peu parlé, mais ils ne sont pas autant étalés que sur son appartenance à la maçonnerie. Donc, là, il y a les à-côtés. Il y a les à-côtés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de suicide de son père? Ou soi-disant tel. Quelques mois auparavant. Quelques mois auparavant. Attendez, j'ai un tout petit élément à rajouter, moi. Allez-y. Est-ce que vous avez vu les interviews télévisées de la mère du fameux colonel? Oui. Enfin, je n'ai pas vu, mais j'ai vu des commentaires. Bon, alors, parlez-en. Moi, je les ai vus. Oui, et alors? Eh ben écoutez, c'est incroyable. Cette mère venait de perdre son enfant, elle était en train de batifoler à la télévision, elle est en train de dire... Oui, alors c'est très intéressant, ça, c'est exactement la notion que j'avais retirée des commentaires que j'avais lus. C'est que, pourquoi est-ce que le lieutenant-colonel Beltrame a eu l'idée un jour de rentrer en maçonnerie? Qui lui a donné l'idée? Et puis c'était pas Est-ce que c'était pas une imprégnation familiale? C'était pas un petit maçon en plus. Ah bah pour ceux qui... Est-ce que ce n'était pas une affiliation familiale? Et pour ceux qui le connaissent, ils connaîtront la réponse. Hein. Donc à mon avis, c'est ça. Si sa mère a pris la chose autant à la légère, c'est qu'elle devait être elle-même imprégnée d'idéologie maçonnique, Bien sûr. et qu'elle n'a pas apprécié la conversion de son fils. C'est ça que ça veut dire. Et je suis heureux que vous l'ayez dit, parce qu'en fait, je voulais que vous le disiez. Ah oui, non mais là, je ne Donc pas passer à c'est côté. très intéressant parce que ça dévoile l'affaire. Et donc la maçonnerie supplante l'amour maternel, en quelque sorte, pour cette Bah, femme. Eh oui. Dans beaucoup mais de familles, dans mais beaucoup oui, de familles, mais en oui. fait, la doctrine Mais maçonnique vous savez supplante très la famille. bien que la maçonnerie aussi supplante l'appartenance à un parti. Ah bien sûr, mais là quand même l'amour maternel. Quand on est franc-maçon et qu'on est d'un parti dit de droite, ce n'est pas l'appartenance au parti dit de droite qui compte, c'est l'appartenance à la maçonnerie elle-même. et aux ordres de la maçonnerie. Donc, au point de vue familial, à mon avis, c'est du même ordre. Quelqu'un qui est fanatisé, il est fanatisé. Donc, le fils, pour elle, c'était un mauvais fils.
Est-ce qu'on peut revenir juste une toute petite seconde sur cette histoire abracadabrante de la mort du père? Oui. Qui en fait a été porté disparu en mer, si j'en ai cru en fait l'article de Panamza et des liens qu'ils avaient laissés. Il était disparu en mer, il a été retrouvé 2 mois après dans les filets d'un chalutier. Et on a parlé d'un suicide. Non, mais on a parlé aussi d'une lettre. Qu'il avait laissée. Oui. Oui. Et dont on n'a pas eu connaissance. Et le petit détail, il avait les 2 bras arrachés. Oui. Alors il avait certainement eu le temps d'écrire une lettre. Bon, disons que ça a été écrit avant. Voilà. Non, mais alors, moi je vais encore plus loin. Est-ce que ce n'aurait pas été une vengeance maçonnique? Sacrifice. Un avertissement, moi je dirais. Ou un avertissement pour le lieutenant-colonel? Non, pour d'autres. Et pour d'autres, ben bien entendu, Ouais. pour d'autres, c'est évident. Et là, qu'on ne vienne pas me dire que j'ai lu Cubre, c'est archi connu dans l'histoire de la maçonnerie, ce genre de choses. Alors, ça n'arrive pas aux petits maçons parce qu'ils n'ont pas La surface. et surtout la connaissance d'un certain nombre de choses dérangeantes pour la maçonnerie, notamment les buts. Mais à partir d'un certain degré, certainement à partir du 33e degré entre autres, quelqu'un qui déserte, parce que pour eux c'est une désertion, c'est passible de la peine de mort. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé justement dans ce supermarché dont la gérante ou propriétaire, je ne sais pas, est même une personne curieuse, avec des liens très proches avec Manuel Valls, dont on connaît l'appartenance, à la fois maçonnique du Grand Orient et à la fois de ses origines juives. On n'a pas de vidéo d'ailleurs. Et alors le plus beau, c'est que 2 mois auparavant, comme dans l'affaire du Bataclan, il y avait eu un exercice dans lequel le lieutenant-colonel Bertram jouait le rôle qu'il allait jouer et qui allait causer sa perte. C'était une répétition, quoi. Une Ouais. répétition. Mais c'est hallucinant ce truc-là. Et ça n'interpelle pas les Français. Mais ils savent pas lire, ils savent pas écouter. Et ils s'en voilà. foutent surtout. Ils s'en foutent, oui, et tant que ça les touche pas directement, mais ils se rassurent. Ça va bientôt les toucher de plus en plus. De lâcheté en lâcheté. Alors, lors de son discours sur l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron a regretté l'omniprésence de mâles blancs quadragénaires dans les universités de haute technologie. Que pouvez-vous Qu'est-ce que ça vous nous en inspire? dire cette, Je vais répondre très racisme brutalement. Je regrette qu'un certain Emmanuel Macron soit blanc. Ah, non, mais C'est vrai, c'est un Il faut déshonneur. être logique, voyons. Bah non. S'il sort un truc pareil, qu'il laisse la place à quelqu'un d'un peu plus coloré que lui. Non, mais c'est vraiment une perversion de l'esprit. Ces gens-là, ils sont pour la mort de la race blanche, de l'intelligence occidentale, telle qu'elle a existé jusqu'à la Révolution dite française. Ce sont des agents de destruction. Il n'y a pas d'autre terme. Je ne vois pas comment... C'est détruire, détruire, détruire au nom d'une idéologie dont il est le porteur. On va passer à la question suivante, malheureusement. Et le mois dernier, Emmanuel Macron a reçu Hachim, excusez-moi, en fait. Hachim Tassi, voilà. Président sulfureux du Kosovo. Accusé de trafic d'organes, etc., etc. Alors là, c'est vraiment toute une épopée, on peut dire, parce que Hachim Tassi, c'est le beau résultat de la politique américaine, française et européenne avec l'Angleterre et les Anglais et les Allemands, etc., de cette destruction de l'unité balkanique autour de la Yougoslavie, qui a abouti à démembrer la Serbie, avec la guerre du Kosovo, en poussant les albanophones du Kosovo, qui était une population étrangère, ce qui est en train de nous arriver. Population étrangère, albanophone, d'origine albanaise donc, qui progressivement ont pris la majorité, enfin sont devenus majoritaires au Kosovo. Bon. Et tout ça s'est fait à l'aide, bien entendu, de Bill Clinton et de la chère Hillary.
et de la ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était Madame, comment elle s'appelait déjà? Son nom de jeune fille était Korbel, une juive tchèque, et elle, c'était son nom, après c'était... Bon, peu importe. Donc, ils ont tout fait pour favoriser les albanophones, terroristes, et je ne sais pas si vous vous rappelez du rôle qu'a joué un certain Bernard Kouchner, qui était l'envoyé spécial qui couvrait les opérations de l'OTAN. Impliqué dans le trafic d'organes. Ouais. J'y vais. La Maison Jaune, on s'en rappelle. Et voilà, on en arrive là justement, et c'est grâce à l'ancienne présidente du tribunal pénal international, la Suissesse Carla Del Ponte, qui a écrit un livre qui s'appelait, je l'ai cité à différentes occasions dans la politique, je crois que je l'ai cité dans le complot mondialiste, qui a écrit un livre qui s'appelle Moi et les... je ne sais plus quoi, criminels de guerre, un truc dans ce goût-là, dans laquelle justement elle a révélé tous les trafics de drogue entre l'Afghanistan, l'Albanie, le Kosovo, pour inonder l'Europe, oui. Avec comme acteurs les Américains, Hamid Karzai, qui était le président de l'Afghanistan à l'époque, soutenu par les Américains, et bien entendu le Hassim Kassi, trafic de drogue. Et puis une chose qu'on allait apprendre après, c'est que tous les Serbes qui avaient été faits prisonniers ou qui avaient été blessés, dont cette mafia albanophone implantée au Kosovo, et que cette mafia a utilisé pour prendre des organes, les envoyer en Israël dans des cliniques spécialisées pour riches amateurs, nécessiteux. Voilà quel est l'individu qu'un certain Emmanuel Macron a invité. Ils ont même fait disparaître Kouchner dans cette histoire. Non, ils n'ont pas fait disparaître Kouchner. Kouchner, on entend parler plus ou moins régulièrement. Il est là, non. C'est un blanchi, innocent. Mais c'est plus un personnage public. Personne ne l'a poursuivi. Personne ne l'a poursuivi. Et un certain nombre de renseignements que j'ai, c'est par des officiers qui étaient en poste à l'époque en Serbie contre les Serbes. Alors, suite à ça, on peut se demander ce que vous évoque la déclaration de Macron lorsqu'il dit « Le respect de l'autre est une valeur occidentale ». Je crois qu'il est inconscient. Alors, vous voulez quelques petits rappels ? Alors, on peut commencer par le côté français. Valeur occidentale, les massacres de 93, la Révolution française, le respect de l'autre. Le génocide vendéen. Le génocide vendéen, bien entendu. Les disparitions très curieuses au cours de cette histoire de France, au travers de l'affaire Dreyfus, etc., etc. La façon dont la République judéo-maçonnique de la Troisième République a massacré les musulmans qui se rendaient. Je vais en parler cet après-midi dans ma conférence. Je vais rappeler ça encore une fois. Et puis on en arrive au massacre de la Libération, anglo-communiste, avec la bénédiction des démocrates chrétiens. L'épuration. L'épuration, ce qu'on appelle l'épuration. Et puis sur le plan extra-français, le comportement des Anglais, par exemple en Afrique du Sud, comment ils ont massacré à la fois les Noirs, les Afrikaners qui avaient développé l'Afrique du Sud pour pouvoir prendre leur place. Cette histoire occidentale est faite de massacres faits par toujours la même entité politique pour les mêmes intérêts occultes. Alors quand Macron vient dire ce que vous m'avez présenté comme son affirmation, je regrette beaucoup, mais M. Macron soit ne connaît pas l'histoire, ça on le savait déjà, mais
quand même. C'est scandaleux. Parce que... Voilà la triste réalité de certains hommes blancs. Ouais, table grasse. On va encore avoir des plaintes de nos youtubeurs qui se plaignent en fait du bruit de la table pendant nos auditions. C'est partie du charme. Voilà. Ah oui, quand même, attendez. Donc il y a une question sur les évêques. Oui, tout à fait. Emmanuel Macron vient d'être reçu en fait par la conférence des évêques de France au collège, c'est ça, Bernardin, à Paris. Des Bernardins. Des Bernardins. Pourquoi entame-t-il, selon vous, une opération de séduction auprès des catholiques ? Ça me semble absolument évident. Il faut tout de même voir qu'actuellement, Macron a quelques petits problèmes de sondage. Les sondages ne sont pas bons. Et les sondages, s'ils ne sont pas bons déjà, quand on sait qui tient les sondages, ça doit être encore pire. Oh. Donc il essaye de faire des opérations de récupération, des petits sourires par-ci, des petits sourires par-là. Et ce vaudeville avec les évêques, de la part de Macron, m'évoque directement ce que Sarkozy avait fait avec le discours du Latran. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Sarkozy avait voulu aussi récupérer ou conforter l'électorat catholique en sa faveur et avait fait, donc il était allé faire une petite pirouette du côté du Latran à Rome, fait un discours rassurant pour les catholiques, etc., etc. Petit rappel quand même, c'est tout de même un certain Sarkozy qui a introduit la théorie du genre. C'est lui qui a introduit l'enseignement à la compréhension de l'homosexualité, tout ce qui en a suivi. Donc voilà, il y a le langage et il y a la réalité. Et puis l'or qui était inutile. Et je vous rappellerai, parce que c'est fondamental ça, quand Sarkozy dit à propos de Macron, au lendemain de l'élection de Macron, lui, c'est moi en mieux, vous avez toute la situation. Non, mais un an après, il dit le contraire. Hein ? Une année après, il dit le contraire. Il ne dit pas le contraire. Il a encore été invité dernièrement à l'Élysée. Non. Ou alors ce sont des petites feintes. Oui. Ça ne trompe que il a été blanchi, Sarkozy, dans ses dernières affaires. Il n'est pas blanchi du tout, toujours en cours. Non, c'est les affaires contre lui, que ce soit l'argent de Kadhafi ou l'affaire Big Balian, c'est toujours en cours. Passer à une autre question ? Oui, tout à fait. Alors, les 8 mois après sa fracassante démission du poste de chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers vient de rejoindre le groupe américain Boston Consulting Group. Il occupe désormais les fonctions de senior advisor du géant du conseil en stratégie depuis le 3 avril dernier. Comment interprétez-vous son retournement, son action ? Ça confirme malheureusement ce que j'ai pu écrire dans mon livre « L'armée française face à la destruction de la nation ». Ces hauts gradés de la hiérarchie militaire se comportent comme des vendus. Il n'y a pas d'autre terme. Comment cet individu, je parle du général Pierre de Villiers, qui a été poussé dehors par Macron parce qu'il avait osé se plaindre du manque de dotation de l'armée française en matériel, puisqu'il n'y a que ça qui les intéresse. Que la France soit détruite intellectuellement, moralement, etc., ça ne les concerne pas. Mais ils n'ont pas leur petit joujou pour faire la guéguerre, pour le compte des autres, alors là, ils sont concernés. Non, mais il faut arrêter. Donc, le général de Villiers a montré ce que j'avais déjà dénoncé, d'ailleurs dans une de mes conférences, dans la politique aussi, que ces individus sont absolument invertébrés. Il n'y a que leurs intérêts, donc il s'est vendu aux Américains. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Quand j'ai vu la nouvelle, ça ne m'a pas étonné. C'est la confirmation, hélas, de ce que j'ai écrit dans mon livre « L'armée française face à la destruction de la nation ». Florence Parly, ministre des Armées, veut épurer politiquement les lycéens militaires et les éléments jugés trop catholiques. Sa déclaration, tolérance zéro, il n'y a pas de place pour le sexisme dans nos armées.
fait suite au rappel à certains élèves de Saint-Cyr qui ont fait un choix de carrière et des femmes dans l'armée de l'air aussi. Oui, bon, ça c'est l'excuse. Bon, on peut être pour la présence des femmes ou pas dans l'armée. Moi personnellement, je suis contre. C'est pas un métier de femme, je regrette beaucoup. La femme a mieux à faire que de vouloir jouer à l'homme, que de vouloir jouer à l'homme. C'est ridicule. Ça fait partie de cette destruction de la femme voulue justement par ceux qui nous dirigent depuis des décennies, sinon maintenant presque 2 siècles ou plus. Le rôle de la femme, c'est pas ça. Mais à travers cette accusation de sexisme, ce que veut dire cette chère personne, Madame Florence Parly, et là, ce qui m'a fait sauter aux yeux, c'est une de ces petites phrases. Plus significatif. Cette minorité rétrograde n'a sans doute pas encore compris que nous étions en République française en 2018. Tout est là. Ça veut dire, messieurs, vous n'avez rien compris, vous êtes hors valeur de la République, donc dehors. C'est ça que ça veut dire. Et comment elle compte s'y prendre pour épurer les lycéens? Eh bien, elle compte s'y prendre, elle a dit au moment des examens, en fonction du profil de l'individu. Donc on aidera les résultats. Il y en a qui vont finir comme un certain lieutenant-colonel, si je comprends bien. Peut-être pas jusque-là, mais mis hors de l'armée. Alors là, à propos de l'armée, j'ai vu différents textes dernièrement, différentes informations, comme quoi il y a un malaise grandissant auprès des jeunes cadres de l'armée. Qui se rendent compte qu'en fait ils sont utilisés pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la France, alors que pour eux c'était leur engagement, le motif de leur engagement. Tout cela assaisonné, si on peut dire, par le comportement de militaires français d'origine musulmane. Et il y a de nombreux exemples là sur Internet, que j'ai vus encore tout dernièrement, il y a de plus en plus en ce moment, que je reçois. Par exemple, dans une unité, il y a un militaire français de souche qui partage un frigo avec un musulman. Et le musulman ne veut pas... Et le musulman ne veut pas de certains aliments. Vous n'avez pas besoin d'un petit dessin, pas de chauchichon. Pas de chauchichon. Ça se met pas au frigidaire. Il n'est pas nécessairement frigidaire, mais un petit pâté, peut-être que ça se met au frigidaire, oui. Etc., etc. Et alors, bon, le français, en plus de ça, qui est son supérieur au point de vue hiérarchique, lui dit non, mais écoute, je fais ce que je veux. Hein, bon. Ah, le musulman dit... Non, le français, le mieux, je fais ce que je veux, je mets ce que je veux dans le frigo, c'est mon frigo aussi. L'autre va se plaindre à la hiérarchie donne raison aux musulmans. Donc, ça va mal se terminer, tout ça. Et je ne peux qu'inciter les jeunes militaires qui commencent à comprendre, qui sont trahis par l'armée française, bien sûr. Et qu'un jour, il faudra qu'ils fassent quelque chose comme l'ont fait les armées, notamment l'armée espagnole, au moment de la guerre civile. Et elle s'est faite contre la haute hiérarchie de l'armée espagnole, à part l'exception du général Franco. Qui les avait trahis. Hein. Il faut qu'ils travaillent en petites cellules de formation pour qu'ils sachent quoi faire le moment venu. Ça, c'est le message que je tiens à faire passer aujourd'hui, quels que soient les risques. Alors, continue sur le même ton, là, c'est bien la question numéro 9, Gérard Collomb, qui veut que les migrants aient un emploi dans les 6 mois suivant leur arrivée en France. Donc on enlèvera du travail aux Français pour leur donner. C'est ça que ça veut dire. Et puis des années de chômage pour certains Français. Ben oui. Non, mais non. C'est la préférence étrangère que je dénonce depuis combien de temps? C'est combien de temps? Une question qui vient d'illustrer la précédente. Oui. Pouvez-vous revenir sur la marche blanche et Marine Le Pen qui a été soutenue par la LDJ? Alors c'est une histoire tout de même. Bon, que Marine Le Pen se soit associée à ce truc-là, bon, je
Je n'approuve pas du tout le meurtre de cette vieille juive. Probablement c'est un crime crapuleux parce que celui qui a fait ça, c'était pour lui voler ses économies. Mais quand ce sont des Françaises de souche qui sont assassinées pour la même raison crapuleuse, on n'en parle pas. Hein? Ah, c'est curieux. Il n'y a pas de marche blanche pour ça. Et des crimes atroces. Hein? Et ça, c'est pas une seule. Hein? C'est pas une seule. Non. Alors, bon, que Marine Le Pen, bien entendu, soit allée se vautrer dans cette manifestation ne m'étonne absolument pas du tout, puisque comme son père, déjà depuis très longtemps, puis ça remonte au moins à l'affaire du canal de Suez, où il était pour l'alliance avec Israël, contre l'Égypte, du colonel Nasser. J'ai appris tout dernièrement par une de nos chères correspondantes et documentalistes, qui m'apporte de très nombreux documents très intéressants, que dans le livre de Pierre-Éric Blanru, je crois que c'est Pierre-Éric Blanru, Blanru révèle que Le Pen a été un agent du Mossad. Rien d'étonnant. Alors étonnez-vous après ça que la Fifi suive la même ligne. Bon. Alors, ce qu'il y a de curieux dans l'affaire, par contre, c'est la divergence entre le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, avec son président actuel, Khalifa, par rapport à la Ligue de défense juive. Donc, le CRIF ne voulant pas de Marine Le Pen, pas plus que de Mélenchon, dans le défilé, et la Ligue de défense juive imposant Marine Le Pen finalement parce qu'elle a été sortie et elle a été réintroduite dans le cortège par la Ligue de défense juive. Donc c'est amusant parce que il y a deux appréciations de juifs de France, par rapport à Marine Le Pen. Ceux qui entretiennent l'imagerie d'un mouvement national fasciste. Rassemblement, fasciste. Et ceux qui ont très bien compris que Marine Le Pen était vraiment de l'heure. Mais il y a une autre petite anecdote qui est très croustillante dans cette affaire. Et là, en fait, on n'en a pas encore parlé. C'est l'éviction de Mélenchon qui, lui, a été agressé, par contre, oui, mais bien entendu. Par le corbeau. Oui. Mais pourquoi ? Par la LDJ. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les mouvements d'extrême gauche sont reconnus comme étant pro-palestiniens. Oui, bien entendu. Bien entendu. Et la Ligue de défense juive, d'ailleurs, est interdite, il me semble, aux États-Unis. Aux États-Unis. Et en Israël. En Israël. Ils ne font plus mystère. Ils n'en font même plus mystère de leur tout à l'heure, avant qu'on ne commence, on faisait allusion aux divisions des CD vacantistes, qui est absolument invraisemblable. Mais les divisions entre juifs aussi, c'est pas triste. Ça pourrait faire un beau feu d'artifice. Hein. On va passer en fait à l'actualité en France. La scolarisation obligatoire à partir de 3 ans. Qu'est-ce que cela m'inspire ? C'est ça ? C'est consternant, en tout cas, c'est commentaire. C'est consternant. Mais ça va avec le reste. Retirer l'enfant le plus rapidement possible de l'orbite familiale. Oui. Et ça colle aussi, bien entendu, avec les directives de l'éducation nationale, de la Commission européenne et de l'Organisation mondiale de la santé sur la formation sexuelle dès le plus jeune âge de l'enfant. Parce que l'enfant ne doit plus appartenir à ses parents, mais à la République. Tout à fait. Destruction de l'individu. Et donc, destruction de l'individu, bien le formater dès le plus bas âge aux valeurs de la République. Avec 11 vaccins dans les veines. Comment ? Avec 11 vaccins dans les veines. Avec les 11 vaccins pour affaiblir encore un peu plus leur constitution. Bravo. C'est de l'euthanasie déguisée, ça. Autant je suis pour certains vaccins, parce que tout de même ça a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies, autant pour les 11 vaccins en question, franchement il ne faut pas abuser, et en plus de ça, si jeune, c'est pas nécessaire, et si on voulait vraiment être honnête, et ne pas nuire à la santé des petits Français,
on commencerait par se préoccuper de ne pas qu'il n'y ait pas d'adjuvants dans les vaccins qui sont, eux, dangereux. Comme l'aluminium. Comme l'aluminium, exactement. Et alors, je reviendrai encore sur cette histoire du vaccin. Pourquoi est-ce que c'est une ministre juive imposée par Macron qui impose ces vaccins aux Français, alors que ce n'est pas imposé en Israël? Ce qui est bon pour eux n'est pas pour nous. Voilà, c'est démonstratif. Un jour aussi, il faudra parler aussi des placements abusifs en France, qui est un véritable scandale. Y compris dans le milieu universitaire. Je n'y croyais pas, monsieur Poncard, et je l'ai vu. De quoi vous parlez, Mais des placements abusifs, c'est-à-dire en fait des femmes isolées, ils vont les prendre, ils les foutent au tribunal, sous peine que le père a été je ne sais pas quoi, ou etc. Les enfants sont retirés de la mère, alors que la mère est irréprochable, et en fait placés dans des internats. Mais rappelez-vous, je crois que c'était dans le dernier entretien, on avait parlé de cette famille américaine dont les parents ne voulaient pas que des éducateurs fassent évoluer l'enfant d'un sexe à un autre. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça, c'était le dernier entretien, je crois. Dans un article de La Politique. Oui, c'était dans La Politique, mais j'avais tiré ça d'une information américaine. Et en fait, les parents ont été dessaisis au profit des grands-parents qui étaient plus ouverts, plus compréhensifs. Oui, pour la transformation chimique. Voilà, du sexe. Oh. Mais vraiment, c'est une société diabolique. Ces gens-là veulent se faire l'égal de Dieu et recréer un être humain sous une forme diabolique. Un film, pour rester dans le satanisme presque, un film blasphématoire intitulé Sainte Vierge associe la Vierge Marie à des lesbiennes. Le producteur est un certain Saïd Ben Saïd et le réalisateur Paul Verhoeven. Bon, alors le premier nom, c'est signé. Quant au deuxième, je connais vaguement sa production, c'est un gauchiste belge, franc-maçon. Tenez-vous à part ça. Là encore, union entre la loge et la synagogue. Mais bon, pour la destruction d'un des symboles catholiques. On retrouve toujours la même chose. De contestation. Toujours la même chose. Et puis tout ça allié, bien entendu, avec la promotion de l'homosexualité. Et le rythme est infernal, parce qu'en fait, il y a quelques semaines, c'était Jeanne d'Arc qui était passée sous les camions. Tous nos symboles passent à la moulinette. Hein. Tous. Et les Français, tout au moins la majorité des Français qui continuent à vivre, à ingurgiter tout ça sans se révolter, sans comprendre. Nous avons ensuite quelques petites questions de doctrine, nous dirons. Oui. Pourquoi politique d'abord? On vous reproche de ne parler que du temporel et jamais du spirituel. Et de ne pas dire que Dieu avant tout. Je ne parle jamais du spirituel dans mes conférences. Alors moi, ça m'étonne. Si, vous faites toujours je fais toujours le rapprochement. Je reviens toujours à l'inspiration de toute politique. Mais si je dis, et je ne suis pas l'inventeur de la formule, c'est Maurras qui a inventé la formule du politique d'abord. Pourquoi? Parce que tout passe par les lois du politique. Si on laisse la politique entre les mains d'individus qui cherchent à détruire la société, qui pervertissent la société, quel est le poids de l'Église là-dedans? On le voit, il est nul. Zéro. Pourquoi est-ce que le poids de l'Église est devenu nul? C'est qu'elle n'a plus, je l'ai dit et je l'ai répété, ça a été même l'objet d'une de mes conférences. Je vais même me permettre de... Attendez, laissez-moi poursuivre mon raisonnement. L'Église n'a plus le poids qu'elle avait autrefois parce qu'elle n'a plus aucun pouvoir politique, temporel, pour la soutenir. Tout est là. Donc tout commence par la prise du pouvoir politique. C'est ce que j'allais dire, on peut renvoyer en fait nos auditeurs à votre livre « L'Église occupée ». Celui de mon père. C'est celui de votre père. Celui de mon père. Mais alors certains vous répondront que le combat est vain puisque de toute manière il est perdu. Pour eux, nos ennemis ont perdu d'avance sur le plan spirituel. Oui, pourquoi combattre puisque de toute manière... Oui, bon alors là c'est une excuse à la lâcheté. À la lâcheté. Parce que
ce à quoi ils ne réfléchissent pas, c'est qu'à force de laisser, sous prétexte qu'il n'y a rien à faire, que c'est comme ça, que c'est trop tard, etc., ils laissent s'instituer des lois qui détruisent la société, dont eux-mêmes, ces catholiques donneurs de leçons, et leurs enfants sont et vont être de plus en plus les premières victimes. Donc, je répète, politique d'abord. Et puis vous aviez une phrase qui disait que le mal progresse par la faiblesse des gens de bien. C'est pas moi, c'est pas de moi, c'est de Pidis. Ah, Pidis. Et pour ça, je crois que je ne fais jamais aucune allusion à la religion ou à Dieu. Il me semble que dans mes conférences, je fais toujours une référence à une autorité religieuse de n'importe quelle époque. Et rappelez-vous les parallèles que j'avais faits entre l'action de Clovis au travers de sa femme Clotilde et de l'évêque Rémy, qui était le fondement de la France catholique. Et le rappel avec l'empereur Constantin par le rôle de sa mère Hélène, qui a amené à sa conversion, à la conversion de l'Empire romain. C'est du politique, ça je regrette beaucoup, mais politique à la lumière du divin. Il faut le politique. Alors, justement, on ne va pas quitter le sujet, on reste dessus. Pouvez-vous nous rappeler le fonctionnement des cercles nationalistes et leur utilité actuelle et future ? Oui, vous faites bien de me poser cette question. C'est une question à laquelle je dois répondre assez souvent. Des personnes qui prennent contact avec moi en me disant « Voilà, je voudrais faire partie des cercles nationalistes. Pouvez-vous me dire s'il y en a un dans ma région ?» Et la réponse que je donne est toujours la même. Il n'en est pas question. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un club de rencontres. Les cercles nationalistes, tels que je les ai conçus avec mes amis, c'est une formule d'action qui évite toute possibilité d'infiltration. On travaille en cellules. Chaque cellule est indépendante les unes des autres. Elles ne se connaissent pas entre elles. Ceux qui y participent ne se connaissent pas entre eux. Le seul lien, c'est l'unité doctrinale. Pourquoi ? Parce que ce que je veux, par cette structure, c'est qu'un jour, cette formation commune doctrinale participe à une action. Et donc il faut qu'elle soit inviolable. Et donc il faut qu'elle soit absolument préservée, que si une cellule est infiltrée, bon, c'est pas la fin de l'ensemble de l'action. Et puis ça décourage ceux qui voudraient rentrer aussi. Il y en a certains qui le croient. Alors, on a eu quelques petites expériences dernièrement. Oui. En tout cas une. En tout cas une. Donc voilà ce que je peux leur répondre. Donc ce que je veux à ce sujet-là, avec les cercles nationalistes français, c'est que ceux qui se rendent compte que ça ne va pas en France, ça les fait souffrir parce qu'ils aiment leur pays, ils doivent eux-mêmes créer leur propre cellule, leur propre cercle. Et ça a aussi un avantage, c'est que ça permet de jauger de la détermination du candidat. Il faut qu'il fasse l'effort de l'action, de la formation et de l'action pour qu'il arrive à constituer une cellule. Donc c'est un gage de sérieux aussi. Si quelqu'un arrive à créer une cellule, c'est qu'il en veut réellement, et qu'il n'attend pas tout uniquement des autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce sont des cellules absolument indépendantes. Personne n'aura jamais communication de qui appartient à telle ou telle cellule de telle ou telle ville ou telle région. Incommunicable. Alors, la seule unité, c'est dans l'action, dans la formation doctrinale. Pourquoi ne pas fonder un parti politique ? Bon, alors, on en a déjà parlé la dernière fois. Mais effectivement, il faut bien de reposer la question, parce que ça revient très souvent en ce moment.
Et ça correspond vraiment à la montée en puissance de le nombre de visionnages qu'il y a des conférences. Et on est sans cesse en augmentation, et vous m'aviez demandé de faire l'aparté. Oui. J'invite donc les youtubeurs à aller vérifier sur la page de Jean-Marie Le Pen, ça s'appelle le carnet de bord, Oui. et d'aller regarder le nombre de visionnages par rapport à la nôtre. Oui, C'est-à-dire c'est-à-dire que vous faites quasiment autant de vues. Là, on va bientôt leur dépasser le nombre d'abonnés, alors que M. Soral n'arrête pas de faire la réclame, et que sans arrêt les vidéos de Jean-Marie Le Pen sont mises, si vous voulez, sur le mur d'égalité et réconciliation, qui a quand même, je sais pas, c'est 50 ou 120 000 vues, 120 000 visites par mois, égalité et réconciliation. Et Jean-Marie Le Pen n'arrive pas à faire le même nombre de vues que vous. Ça me rappelle une chose que m'avait sorti indirectement Le Pen un jour, quand j'ai commencé ma réaction. J'étais encore en Belgique. Il avait dit, vous, Ploncard-Dassac, vous finirez dans une cabine téléphonique avec 3 ou 4 adhérents. C'est ce qu'on dit de l'œuvre française, vous savez. Oui, bon, ça, c'est pas compliqué. Mais ça, j'avoue que quand vous me parlez des chiffres que je fais actuellement, parce que, bon, d'abord, j'ai autre chose à faire que d'aller regarder ça. Je compte sur vous tous pour me dire, bon, bravo, continuez, ça continue à progresser. Ouais. Mais j'avoue que ça m'amuse, c'est comme les trucs de Lesquin aussi. Les trucs de Bourbon. J'ai vu, alors là, je suis tombé par hasard parce que quelqu'un m'a envoyé justement le dernier entretien. Ah ben oui, c'est tout simplement Florian Rouanet qui m'a envoyé, à chaque fois, il veut se parader devant moi, montrer ce qu'il fait. Et le dernier entretien de Rouanet avec Bourbon, ils ont fait péniblement, je crois, bon, ça a dû augmenter un petit peu, mais dans le moment où je faisais quasiment 20 000, ils en étaient à 3 000. Bon, c'est pas pour me vanter, mais ça a tout de même c'est tout de même une leçon. C'est que pourquoi est-ce qu'il y a autant de Français et de plus en plus jeunes qui me rejoignent dans mes analyses? C'est parce qu'ils y trouvent l'explication aux questions qu'ils se posent sur leur situation, sur leur avenir, sur les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie. Et j'apporte une explication et j'apporte aussi des solutions. Et c'est pour ça que ça grandit, parce que maintenant, à partir du moment où, ayant dépassé le stade de la diabolisation dont j'étais victime, au début des années 2000, on en est arrivé à un seuil critique, où maintenant c'est la boule de neige. Et ça grossit, plus elle roule, plus ça grossit, plus ça grossit. Alors, n'en déplaise à tous ces gens-là, c'est comme ça. S'ils veulent réellement faire quelque chose, qu'ils commencent par tirer des leçons de la façon dont je travaille. Eh ben, on va continuer sur tout cette belle personne et ce beau linge, n'est-ce pas? Celui-là est un animal spécial quand même. Je voulais quand même m'en occuper particulièrement. Selon ce Conversano, et des droites néo-païennes, le christianisme est une arme contre l'homme blanc. Selon Conversano. Conversano, et qu'il n'y avait pas d'espoir en Occident. Moi, quand je le vois en fait faire son débat soralien, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dans Conversano. Non, mais bon, on ne va pas s'attarder sur Conversano. Bon, je crois que j'ai déjà dit le principal. J'ai été surpris d'ailleurs dans un de ses derniers trucs où il m'a attaqué. Mais pour une fois, il ne m'a pas attaqué de façon vulgaire. Il a attaqué parce que ma critique, justement, de tous ces milieux sionistes dont il est, sans doute du fait de ses origines, les dérange parce que quand je leur dis « vous dénoncez l'islam », soit, on est tous dérangés par l'islam en France. Mais si vous vous occupiez un petit peu de ceux qui nous les ont amenés, de ceux qui ont créé l'islam, etc., au lieu de ne voir que les faits. Et là, il essaye de répondre en discréditant, en disant oui, que je ne suis pas au courant. Que vous ne vous occupez pas de l'invasion démographique, vous n'avez pas la conscience de cette invasion que subit le peuple français. Oui, évidemment. Vous êtes un intellectuel qui vit dans sa bibliothèque. Dans sa chambre, etc. Bon, je crois qu'il n'a pas écouté toutes mes conférences.
et entretient, parce que c'est un sujet sur lequel je reviens régulièrement, ne serait-ce que pour dénoncer justement cette mentalité de ces gens douteux qui ne font que dénoncer les effets sans remonter à la cause. Ah oui, pardon, oui. Dernière nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui, vous savez pas quel a été le dernier invité de Conversano? Mais c'est Henri de Lesquen, non? Non Oui, bien sûr, Henri de Lesquen, alors toute la kyrielle des soi-disant droites, dissidence, etc. Bon, tous. Joly, non? Oui, Karl Lang. Non, Bruno Gollnisch. Oh, incroyable. Mais Bruno Gollnisch. Le grand catholique Bruno Gollnisch. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Bon, bah, je sais qu'on est sur YouTube, mais j'ai vraiment... Enfin, excusez-moi de dire des insanités quand j'entends... C'est un message que j'ai lu ce matin à mon réveil, avant d'aller prendre mon petit déjeuner à l'hôtel. J'en suis resté... Bon, ça ne m'a pas franchement étonné, parce que je connais bien Gollnisch. C'est un brave homme, très agréable au point de vue contact. Très agréable, mais absolument inconsistant politiquement. Je rappellerai d'ailleurs, ça a été une des raisons de ma brouille avec Thibaut de Chassé, qu'il avait interrogé il y a plusieurs années maintenant dans un numéro de sa revue épisodique L'Héritage. Et à un moment donné, Gollnisch dit que la trilatérale, il y a des maçons, mais ce n'est pas maçonnique. Alors j'ai reproché à l'époque à Thibaut de Chassé de ne pas avoir réagi à cette affirmation, parce que je regrette beaucoup, la trilatérale, c'est maçonnique, ne serait-ce que par ses deux fondateurs, Brzezinski et Kissinger. Alors voilà le genre d'individu qui, à mon avis, passe son temps à donner des gages, ou alors franchement il connaît rien à rien. Alors à ce moment-là, on ne fait pas de politique. Une question me vient suite à cette conversation, cet aparté sur Conversano. On peut lire sur son site une certaine personne qui se définit comme nationaliste et transhumaniste. Est-ce que c'est compatible? Absolument pas, puisque le nationalisme repose justement sur l'ordre naturel voulu par Dieu. Pas possible. Là, le transhumanisme, c'est justement, encore une fois, une de ces nombreuses casquettes de la destruction de l'être humain. C'est de l'orgueil. C'est l'orgueil satanique. On retombe tout le temps là-dedans. C'est fabuleux. Donc ils sont incohérents. Alors là, évidemment, tous les crétins de la Terre qui, dès qu'on leur parle de progrès, etc., ils veulent être à la mode pour ne pas apparaître comme des réactionnaires ou des passéistes, comme disait Florence Paris. Les obscurantistes. Les obscurantistes. C'est fabuleux. Entre la perversité diabolique de ceux qui nous dirigent et la bêtise des peuples, on ne sait pas quoi choisir. Hein. Les deux sont infinis. On va revenir dans nos petits milieux, n'est-ce pas? Petit. Jérôme Bourbon, le directeur de Rivarol, organise une croisière sur la Seine, c'est bien ce que je lis? Oui, en bateau, une croisière. Une croisière pour l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Allez-vous y participer? Pardon? Non, je crois que c'est pas sérieux. C'est la provoque, ça. Attendez, qui a posé cette question? C'est la provoque, ça. Une petite touche d'ironie. Oui, je crois que c'est l'ironie, il voulait me faire parler là-dessus. Bon, ben écoutez, j'ai enregistré l'annonce, bien entendu. Ça m'évoque exactement la même chose que j'ai perçue au travers de la fête du pays réel, à laquelle j'ai failli participer, et puis finalement, comme je suis un méchant garçon, on m'a dit que je n'avais pas le bienvenu. Non. Et je vais revenir là-dessus encore une fois, parce que c'est tout de même petit. J'ai reçu, juste avant mon départ pour Paris, une lettre d'Alain Escada, me renvoyant mon chèque d'inscription à la fête du pays réel, accompagné d'un commentaire très sec, pincé,
me disant, comprenez, vous m'avez attaqué dans un de vos entretiens, tatati, tatater, donc il est évident que c'est pas possible que vous puissiez participer à la fête du PRRS. Alors, bon, d'accord, qu'est-ce que j'avais dit ? Mais qu'est-ce que j'avais dit ? Vous en êtes témoin, je crois. Je sais pas, non, vous n'étiez pas là, je crois. Moi, j'y étais, moi. Oui, au PRL, mais vous n'étiez pas lors de l'entretien où j'en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai dit ? Que vous les avez mis face à leurs contradictions, sans insulter. J'ai mis sans insulter, puisque je m'arrange toujours pour ne pas insulter même les pires crapules. Je ne dis pas ça pour Escada, quand même. Ah si, vous l'avez qualifié de bouquiniste. Qui n'était pas... oui, bouquiniste, oui, mais enfin, c'est pas que je l'ai qualifié de bouquiniste, c'est que, bon, apparemment, c'est son seul métier. Bouquiniste, bon, d'accord, mais enfin, oui. Bon, alors, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais mis en garde contre cette propension à ce genre de milieu, dont lui, d'organiser des grandes foires avec des tendances totalement contradictoires. À quoi ça sert ? Ils s'annulent les uns les autres. Et c'est ce qui va se passer. Alors c'est ça qui lui a pas plu. Donc s'il prend ça pour une insulte, je regrette. C'est comme ça. C'est ce qui va se passer notamment sur cette fameuse croisière finalement. Ça va être encore, oui, vous avez la liste là ? Oui. Alors Yvan Benedetti, Pierre-Marie Bonneau, Bernard Bresse, Charles, Jean-Paul Charric de Olmeta. Alors Charric de Olmeta. Ah, Charric de Olmeta. Patrick Don. Attendez, laissez-moi parler un petit peu, Diane. Charric de Olmeta. Non, mais c'est incroyable, et c'est pas la première fois que je l'ai dit, que je l'ai écrit, souligné à Bourbon. Qui est ce Charric de Olmeta ? Il est homosexuel et franc-maçon, revendiqué. J'ai une plaquette de lui. D'ailleurs, c'est Eric qui me l'a envoyé. Oui. Ouais. Qui me l'a communiqué il y a 2-3 ans environ. J'en avais fait d'ailleurs un petit écho dans la politique. Donc, voilà le Charric dans le méthode. Donc, Bourbon, grand catholique, c'est des vacantistes, nationalistes, invite un individu pareil. Bon, sans compter les autres, continuez, Diane. Patrick Donte, donc Tepa, qui fait souvent des vidéos un peu gnostiques sur les pyramides et tout ça. Ouais. Alain Escada, Alexandre Gabriac, André Gandillon. Pauvre Gandillon. Pauvre Gandillon, vraiment, c'est un homme que j'apprécie parce qu'il a une très bonne formation politique. Qui est estimable. Mais le problème, c'est déjà estimable, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à trancher. Je continue ? Dommage. Patrick Heiss, Roland Elie, Thomas Joly. Alors, Roland Elie, nouvelle droite, bien entendu. Ah oui, alors là... Thomas Joly, Karl Lang, Henri Delesquin, Marie-Paul Malia-Vin. Mais c'est pas possible, c'est les agapes, là. Hein. Dieudonné Mbala, Florian Rouanet, Hervé Rissen, Laurin de Saint-Afrique, Pierre Sidos, Alexandre Simoneau, Alain Soral, Robert et Chantal Spiller, Nicolas Tandler. Alors, Spiller, nouvelle droite encore, bien sûr, entre autres. Nicolas Tandler, Georges Thiel, Tail. Ouais. Mais voilà, encore une fois, comme avec l'histoire de la foire, c'est même pas la fête, la foire du pays réel, c'est l'assemblage de tendances, apparemment, d'après ce qu'ils se définissent les uns et les autres, normalement totalement contradictoires. Ça ne colle pas. Comment voulez-vous faire une force avec des tendances contraires ? C'est pas possible. Sauf si on a quelque chose à vendre et qu'on en fait un fonds de commerce. Et voilà, exactement, c'est ça, c'est qu'ils ont quelque chose à vendre. Ça fait des entrées, laissez venir à moins les petits sous-sous. Oui, c'est ça, parce que d'ailleurs, c'est pas donné leur croisière. Non, c'est pas donné, il y a 90 €, non ? Je crois, oui. 90 €, je crois, non. Oui, je vois ici, oui. Il n'y a plus le prix vu que c'est complet. Oui, sinon le bateau aurait coulé. Continuons nos petites questions. Avez-vous lu l'article venimeux insultant envers Madame Dominique Paoli, actuelle présidente de Radio Courtoisie, dans Rivarol du 4 avril dernier ? Et qu'en pensez-vous ? Oui, eh bien Diane, merci à vous. Encore une fois, c'est vous qui m'avez attiré l'attention là-dessus. Alors, il y a 2 choses. C'est toute une page de Rivarol, à la gloire de Lesquin.
Alors, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a un premier texte qui est en gras, et il y a un deuxième texte qui est en caractère normal, signé d'une certaine Joëlle Bechler, à supposer qu'elle existe. Enfin, patronne d'émission de Radio Courtoisie. C'était l'assistant il me semble, d'Henri de Lesquen. Oui, c'est très possible. Alors, le plus important, je dirais, c'est le début. Ce texte qui n'est pas signé. Courage. Quand on veut dézinguer quelqu'un, il est peut-être préférable tout de même d'avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage intellectuel de signer. Pas signé. Dans lequel l'actuelle présidente de Radio Courtoisie, qui avait été nommée, c'était le 1er juillet 2017, après une décision du conseil d'administration de Radio Courtoisie, du fait des très mauvais résultats de Radio Courtoisie, sous la présidence d'Henri de Lesquen. C'était dit, ça continue comme ça, Radio Courtoisie va disparaître. Donc, Henri de Lesquen avait été poussé dehors. Et avait été remplacé par cette dame, Dominique Paoli, que je ne connais pas. C'est pas mon problème. Mais là où c'est très curieux, qui montre à quel point le Henri de Lesquen a le bras très long, suivez mon regard, c'est que le 6 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé purement et simplement le conseil d'administration du 1er juillet 2017 à Radio Courtoisie. Il a jugé que l'Assemblée générale, lors de laquelle le président Henri de Lesquen a été remplacé à la tête de la radio par Dominique Paoli, est nulle. Etc., etc., etc. Alors après, avec des attendus toujours dans ce petit articulé non signé, les attendus sont particulièrement sévères pour la mondaine, inconsistante Dominique Paoli, alias Daniel Coll, qui fait étalage chaque jour davantage de son incompétence, de sa lâcheté, de sa nullité, et qui met donc en danger la radio. C'est pas très charitable. Ouais, qu'on puisse dire. Etc., etc., à l'instar des médiocres qui osent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît, donc clin d'œil à Audiard. Vide mais pleine d'elle-même, insupportable Paoli, à la voix chevrotante et au français approximatif, rien qu'à l'entendre, on lui donnerait 120 ans. Et de nouveau candidate pour 5 ans, pour 5 nouvelles années, pardon, etc., etc., etc. Donc voilà la prose non signée dans ce numéro du 4 avril de Rivarol contre une dame, qui est-ce qu'elle est, que je ne connais pas, absolument insultant, tout ça pour que M. Henri de Lesquen puisse revenir à la tête de Radio Courtoisie. Vraiment, quelle élégance. Alors, posons la question suivante. Et à mon avis, c'est du Bourbon. Je ne vois pas qui d'autre que lui aurait pu pondre cela avec l'autorité pour le pondre. Ah tiens. Quant à l'article qui signait l'ancienne collaboratrice de Lesquen, là aussi, c'est trop long pour citer les amabilités, mais c'est aussi d'une inélégance crasse. Ah oui. Alors, on va passer à un autre registre. Selon le pape François, l'enfer n'existe pas et les âmes pécheresses disparaissent. Allez, on blasphème. On blasphème. Alors, j'ai regardé cette histoire-là de très près. Et apparemment, malheureusement, ça semble être vrai. Et on a toujours tendance à se dire, les médias tirent ce qu'ils peuvent des déclarations du pape pour lui faire dire plus ou moins ce qu'il n'a pas nécessairement dit, mais apparemment, il a bien dit ça. Alors, ce pape, on se pose des questions déjà depuis un certain temps. De deux choses l'une.
ou bien il est fou, ou bien c'est un ennemi de l'Église. Dans tous les cas, ça donne de l'alimentation aussi des vacantistes. Alors justement, bravo Diane, je vais justement y venir, et c'est un petit peu sur ce genre de choses que les sédévacantistes surfent, mais le problème, on est tous capables de dénoncer ce genre de phrases, on n'est pas obligé de sortir de l'église pour autant. Ce qui m'insupporte avec les sédévacantistes, entre autres, c'est d'une part qu'ils croient qu'à part l'époque actuelle, l'Église catholique n'a jamais eu de crise. Ils ne connaissent pas l'histoire de l'Église. On en parlait la dernière fois, on disait il n'y a pas d'Église sans crise même. Il n'y a pas d'Église sans crise, bien entendu, puisque si elle est réellement divine, le démon ne peut que s'acharner contre elle et trouver des éléments pour essayer de la détruire. Donc, alors aussi, s'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Église, c'est tout de même un petit peu embêtant quand on prétend se parader en tant que grand-père de l'Église. Quand je vois des Liviernettes ou des petits Florian Rouanet donner des leçons comme s'ils étaient des pères de l'Église, mais écoutez, il faut arrêter quand même. Ils ne se rendent pas compte de leur ridicule. C'est dangereux comme attitude. Non seulement c'est dangereux, mais c'est ridicule. Alors ceux qui les suivent ne se rendent même pas compte du ridicule. Et ce qui est absolument insupportable, c'est que par leur démarche, en fait, ils abandonnent l'Église à ses ennemis. Le combat doit se faire de l'intérieur de l'Église. C'est bien eux qui vont se retrouver dans une cabine téléphonique. Ah oui, ça c'est évident. Et puis alors leur décision entre eux, parce que les plus purs que purs, c'est pur, ça c'est bien connu. Que pensez-vous de l'Opus Dei ? Bonne question. Bonne question. C'est un sujet que j'ai un petit peu perdu de vue parce que je crois que j'en avais fait le tour à l'époque. Ça remonte à l'époque où j'étais encore en Belgique. C'était la grande époque de l'Opus Dei. On en parle d'ailleurs tout de même moins maintenant. Et étant curieux de tout, je m'étais dit, je vais tout de même aller voir ce que c'est. Faire une idée au-delà de ce qu'on peut en dire en bien ou en mal. Et ils organisaient des réunions toutes les semaines dans un très bel hôtel particulier de l'avenue Molière à Bruxelles. Il y avait le repas, et après le repas, il y avait la lecture de certains textes du fondateur, le père Escrivá de Balaguer, espagnol. Et j'avais sympathisé avec un certain nombre des membres. Alors, il faut connaître que, entre autres, dans la structure de l'Opus Dei, il y a 2 grades importants. Les surnuméraires et les numéraires, qui font une espèce de vœu d'engagement, de chasteté et surtout d'obéissance. Et un beau jour, ils me disent, écoutez, puisque vous êtes médecin, etc., on va, si vous voulez bien, vous allez lire ce soir un des textes du père de Balaguer. J'ai lu le texte, c'est pas mal, mais enfin, ça ne casse pas une patte à un canard. Bon. Et puis comme j'avais fait preuve de bonne volonté, un jour ils me disent, mais écoutez, vous médecin, il faudrait peut-être faire un truc sur la bioéthique, tous les trucs dont on parle aujourd'hui, la gestation pour autrui, déjà à l'époque, etc., etc., etc. On pourrait faire une conférence là-dessus. Conférence. Bien sûr, à votre disposition. Ils ne savaient pas ce que j'allais sortir. Et la conférence s'est faite au nord de Gand, dans un très beau château, parce que alors là, c'est comme la maçonnerie. Ils ne s'attaquent pas aux petits. Hein. C'est la haute société qui les intéresse, la société Afrique. Et je dis bien, parce que je l'ai vu de l'intérieur. Beau château. Un des grands noms
d'aristocratie belge. Et donc j'ai fait ma petite démonstration en prenant tous les sujets de bioéthique qui pouvaient être utiles de traiter, en rappelant d'où cela venait. Quels avaient été les initiateurs. Alors, Bontoul, Pierre-Henri Simon, etc., etc., etc. Donc, un petit peu de juif par-ci, un petit peu de franc-maçon par-là. Pas dur. Il y avait entre 350 et 400 personnes, quand même. J'ai été applaudir. À tout rompre. À tout rompre. Je me doute bien, oui. Les deux numéraires qui m'avaient accompagné, c'était un Espagnol et un Italien, m'ont ramené à Bruxelles. Et dans la voiture, ils me disent, c'est magnifique, on va continuer ce genre de conférence, etc., etc. C'était sans connaître. Ouais, c'était sans connaître. C'était sans connaître. Alors, les semaines ont passé, les mois ont passé, un an a passé, et périodiquement, je leur disais, alors, bon... on refait cette conférence ou une conférence semblable ailleurs? Oui, on s'en occupe, oui, etc., on vous rappelle. C'est ça, on vous écrira. Et ça ne s'est jamais fait. Ah bah non. Ça ne s'est jamais fait. Alors, j'ai eu 2 exemples de ce qu'il y avait de sous-jacent, c'est que, bien entendu, volonté de puissance, volonté de l'argent, volonté de ne pas se brouiller avec le politique, le mauvais politique, Pas bon, et notamment, je ne sais pas si vous connaissez Bruxelles, il y a une très belle abbaye au centre de Bruxelles, qui s'appelle l'abbaye de la Cambre. Vous connaissez? Oui. Très belle abbaye. Et l'Opus Dei avait un œil sur cette abbaye pour en faire son église paroissiale, etc. Donc, une chose qu'un des membres de l'Opus Dei, pas les mêmes d'ailleurs, m'a dit, vous comprenez, on ne voulait pas se brouiller avec le pouvoir, puisqu'on était en pleine négociation. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont même pas eu. Ils ne l'ont même pas eu. Et puis, bon, il y a eu aussi un autre épisode, c'était au moment du film blasphématoire, La dernière tentation du Christ, hein, c'était ça? Peut-être, ça me dit rien. La dernière tentation du Christ, je crois, qui était sorti. J'avais voulu organiser avec des gens que je connaissais au Opus Dei, avec des gens que je connaissais à la Fraternité Saint-Pie X, une manif devant le cinéma. Côté Fraternité Saint-Pie X, pas de problème, ça a marché. Côté Opus Dei, on m'a dit non, vous comprenez, non, on ne peut pas, non, on ne peut pas se mouiller comme ça, etc. Donc voilà, pour répondre à votre question sur l'Opus Dei. Alors, en synthèse, en conclusion. Je veux bien reconnaître qu'il ramène des gens à la foi. Oui, mais alors, la foi, pourquoi faire? Si c'est pour être enfermé dans un ghetto. Parce que c'est un ghetto. Et manger du foin. Là, je n'ai rien contre les organisations catholiques qui combattent les ennemis sur le plan politique, encore une fois. Mais si c'est pour se renfermer dans un ghetto intellectuel et religieux, je dis non, non et non. Donc voilà pour répondre à votre question, Diane. Alors, se référant au Talmud, le grand rabbin d'Israël compare les Noirs à des singes. Alors, mais il nous impose l'antiracisme. Avez-vous, voilà. Justement, voilà. J'allais répondre à peu près comme ça. C'est magnifique, ça. Alors nous, on est des biches. Magnifique. Alors, est-ce que ça fait les grands titres de la presse pour dénoncer ce racisme primaire? Vous imaginez que quelqu'un, disons, de nos milieux, sorte un truc comme ça par rapport aux Noirs, etc. Qu'est-ce que serait le tintamarre de... Eux ont le droit d'être racistes. Ouais. Et en plus de ça, en se référant au Talmud. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, c'est vraiment le peuple le plus raciste. Tout ce qui n'est pas eux... Ségrégationniste.
C'est pire que ça. Ouais. On n'est pas des humains pour eux. On n'est pas des humains. Les Noirs sont pas des humains. Les chrétiens sont pas des humains. Sont des cochons, sont des porcs, c'est tout ce qu'on voit. Et voilà ce dont les conversanos et autres de nos milieux ne parlent pas. Alors nous allons passer côté Allemagne. Concernant l'attaque aux véhicules béliers à Münster, la piste islamiste est écartée pour le moment. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors, il faut préciser, écartée pour le moment par le pouvoir. Par le pouvoir. Parce que quand on voit la tête. Parce que... Il y en a une qui est énorme, hein. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux et j'essaierai de poster en fait la photo sur vos comptes ou j'essaierai de la laisser à la disposition. La plaque d'immatriculation du véhicule, c'est 666. Hein. Vous voulez rire ? Je vous assure. Ils aiment les symboles, de toute manière. C'est signé. Alors là, franchement, c'est c'est pas un montage ça que des petits malins auraient fait, vous pensez pas ? Ça me semble même énorme. C'était une photo qui a été prise d'un téléphone portable visiblement et le véhicule était accidenté, etc. Ça m'étonnerait. Je vais la retrouver cette photo. Ah bon d'accord, c'est encore mieux comme français. Bon, alors oui, ce qui interpelle là-dedans, c'est pourquoi de prime abord, est-ce qu'ils disent que c'est pas un attentat islamique ? Et on m'a envoyé la photo du personnage en question qui conduisait la camionnette, c'est un Kurde. Puis alors, il est typé le bonhomme. Donc, de prime abord, on dit non, c'est pas islamique, surtout pas de panique. Vivez tranquille, les bons petits Allemands. Madame Merkel veille sur vous. Jean, tu... Oui, moi je vais me réveiller, j'arrive. Alors, que traduit, la victoire de Viktor Orban, président de la Hongrie, qui brigue en fait un 3e mandat consécutif. Oui, alors là, c'est très intéressant. Parce que tout l'Occident immigrationniste espérait qu'il ait une baisse de votants pour lui par rapport à 4 ans, je crois. Et c'est tout le contraire. Il y a eu une très forte poussée de participation de 68,80% contre 61,24%. 4 ans auparavant. Et son parti Fidesz a recueilli près de 49%, donc 4 points de plus par rapport à 2014, sans compter le parti nationaliste Jobbik qui a fait 29,14%. Donc c'est vraiment une poussée tout à droite en Hongrie. Et je le disais en le regrettant tout de même un petit peu, que si salut il peut y avoir pour nous, ça viendra de l'Est. Mais j'aimerais bien que les petits Français fassent leur travail pour eux-mêmes. Rappelez-vous ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Donc voilà, alors là, ils sont absolument furieux, les gens en face de ce succès. J'avais pris une note aussi à ce sujet-là. Oui. Il y a aussi une chose qui les fait enrager, c'est qu'au point de vue économique, la Hongrie s'est très très bien redressée, au point d'être le premier pays européen à interdire officiellement toutes les banques liées à Rothschild d'opérer dans le pays. Magnifique. Donc Orban a suivi l'exemple de Poutine. Et il a remboursé les dettes. Et il a remboursé. Qu'il avait auprès du FMI, du Fonds monétaire international. Et ce qu'a fait Poutine aussi. Bien entendu, c'est ce que je viens de dire. Il va lui arriver quelques soucis. Donc voilà. Donc, si un petit pays comme la Hongrie est capable de le faire, pourquoi est-ce que nous, Français, ne serions pas capables de le faire ? À condition de se débarrasser des occupants. Pouvez-vous revenir sur la tournure qu'a pris l'affaire d'empoisonnement de l'ex-agent russe Skripal et du coup ses conséquences diplomatiques ? Très étrange affaire qui rappelle celle qui a eu il y a quelques années aussi d'un dissident russe, Litvinov.
Litvinov. Là aussi, même schéma, on n'a jamais eu la moindre preuve, mais ça a servi à accuser la Russie, etc. Alors, ce qu'il y a tout de même de très curieux dans cette affaire Skripal, c'est que la Russie a beau demander aux Anglais de faire une enquête commune, de façon à ce que eux, Russes, puissent voir quelle est la véracité des faits imputés, que quand les Russes demandent à cette structure onusienne, je crois, où est-ce que j'ai ça? C'est avant. C'est une organisation qui est chargée de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'utilisation d'armes chimiques, etc., etc. Oui, Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Les Russes demandent que cette organisation demande aux Anglais de communiquer ce qu'ils ont pu relever comme preuve. Pas de réponse des Anglais. Donc on en est là. Accusation, pas de preuve. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, on nous a annoncé que l'Occident avait lancé des frappes contre la Syrie, contre Bachar el-Assad. Alors, le plus amusant, c'est que, entre autres messages que j'ai, et informations que j'ai retrouvées ce matin sur les choses qui s'étaient accumulées, c'est que, en fait, ces frappes qui apparemment n'ont pas fait de victimes, n'avaient pour but, et ça c'est une explication des Russes, n'avaient pour but que de supprimer les preuves de l'utilisation d'armes chimiques par les rebelles syriens. En fait, on est en pleine guerre d'intox. Ah bah oui. En pleine guerre d'intox, c'est absolument, mais une capacité de nuisance, de mensonge invraisemblable. Et du coup, quelle évolution géopolitique peut-on espérer au Moyen-Orient? Alors là, je suis pas Madame Soleil. Bon, alors, il y a plusieurs choses. Il y a la situation sur le terrain et il y a la situation dans laquelle se trouvent de plus en plus enfermés les États-Unis et tout le lobby américano-sioniste. Situation sur le terrain, les Syriens, avec l'aide des Russes, des Iraniens et du Hezbollah libanais, ont fait le nettoyage à l'intérieur de la Syrie et on peut dire que la Syrie est quasiment maintenant libérée de tous ces groupes terroristes. Armés, fabriqués, payés par les États-Unis, Israël et compagnie. Avec l'aide des Français, si on peut dire, puisqu'on sait très bien qu'il y a des troupes françaises en Syrie. Et anglaises. D'ailleurs, justement, lors de la libération ces derniers jours, ces dernières heures, de la Ghouta, donc à côté de Damas, des officiers français et anglais ont été faits prisonniers. Par des Syriens, non, pardon. Par les Syriens. Ouais. Ça fait mal. Et puis donc ça, c'est pour en revenir à la situation locale. La situation, je crois, est bien en main, et je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, Vladimir Poutine lâcherait Bachar el-Assad, alors qu'il a fait tout cet effort pour l'imposer et liquider cette entreprise américano-sioniste. Alors, pourquoi cette répétition d'accusations? Les gaz, c'est intolérable, on ne peut pas utiliser l'arme, c'est pas bien, c'est pas moral, conscience internationale, etc., etc. Les droits de l'homme. En fait, on assiste à une véritable hystérie américaine. Israélienne. Et israélienne, américano-sioniste. Ouais. Une véritable hystérie parce qu'ils se rendent compte, et ça, rappelez-vous, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis, la tactique de Poutine, toute simple. On commence par scier les bases économiques
de l'ennemi. Et il le fait comment? Il le fait par les échanges qu'il impose progressivement, échanges commerciaux, payés hors dollar. Donc le dollar, tôt ou tard, va s'effondrer. Ce ne sera plus une monnaie d'échange, ce sera une monnaie de singe. Et rappelez-vous un texte que j'ai cité, c'est un texte qui a été prononcé par deux personnes totalement différentes. Je ne me rappelle plus quelle était la chronologie entre les deux, mais là c'était un Russe qui disait que, continuez comme ça, dans 15 ans, les États-Unis auront disparu. Ouais. Et un autre, un Américain, qui peut-être a fait la même découverte, ou qui s'est basé sur la déclaration du Russe, qui disait que s'ils ne réagissaient pas, dans les 15 ans, ils étaient fichus. Donc voilà, ce sont les deux volets pour répondre à votre question. D'une part, la situation qui est bien tenue en main, apparemment, parce qu'il y a tout de même la flotte russe. Il y a les Chinois, chinoise, hein. Il y a les Chinois ouais. qui envoient leur flotte aussi, avec l'ordre que si la Russie était attaquée, la flotte chinoise devait s'allier à la flotte russe. Ils agissent de concert. Agissant de concert, exactement. Et puis, cette hystérie croissante, avec un Trump qui n'est qu'un pantin, oui. qui a compris que pour se maintenir au pouvoir, il fallait qu'il accepte les directives du complexe militaro-industriel américain entre les mains des néoconservateurs américains. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'un néoconservateur américain? C'est un ancien trotskiste, juif, qui un beau jour, je mets ça au pluriel, qui un beau jour ont découvert que la dénomination trotskiste n'était pas très porteuse, qu'il valait mieux essayer de trouver un terme plus doux, plus attirant plus adapté, pour les masses populaires. Donc, néoconservateur. Le conservantisme. Bon. Et alors, petite remarque au passage, toute la politique de Macron, c'est la politique néoconservatrice américaine. Tout est là. Donc voilà, pour répondre à votre question, les deux volets, situation locale, hystérie croissante aux États-Unis qui ne savent pas quoi faire. Ils voudraient bien liquider la Russie, mais ils savent très bien que ça pourrait se terminer en holocauste général. Là, on va appuyer vos propos, puisque le président vénézuélien Maduro accuse Macron d'être un tueur à gages de l'oligarchie financière et de détruire la France. Tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il a poursuivi ça avec d'autres textes encore. Parlant de Macron, il a dit ceci: il est en train de détruire la France. Macron a été mis à la tête de la France pour faire office de tueur à gages. Macron est un tueur à gages de l'oligarchie financière chargé de détruire les droits sociaux du peuple français. C'est exactement ce qui se passe. Alors, petite parenthèse à ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez vu la dernière intervention de Macron dans un petit village dernièrement, pour le faire proche du peuple. Et il essayait de répondre à l'accusation qui était faite par les retraités de s'attaquer à leur pauvre petite retraite. Il leur a dit tout simplement, mais écoutez bien, vraiment, comme insolence, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais considéré un retraité comme étant un portefeuille. Et d'une morgue impressionnante. C'est une morgue impressionnante, et puis ça ne veut rien dire. Alors bon, si c'est pas un portefeuille, pourquoi c'est eux qui sont mis sous pression économique et fiscale? Parce qu'il faut bien payer l'envahisseur. Non, Que dire de la situation au Brésil, de l'arrestation et de l'emprisonnement du président Lula? Bien, c'est un des multiples volets, justement, de l'impérialisme américain, qui s'appuie sur les masses aisées d'Amérique latine, contre cette espèce de révolte populaire, populiste, d'une certaine gauche d'Amérique latine. Et ça, c'est vrai dans tous les pays d'Amérique latine. Le Venezuela avec Chavez et Maduro maintenant, l'Argentine, etc. Le Brésil avec Lula et avec celle qui l'avait remplacée, Madame...
Bon, pas grave. Alors, c'est un véritable coup d'État qui a eu lieu. Comment il s'appelle déjà, madame? Bon, peu importe. C'est un coup d'État qui a eu lieu, qui a destitué la présidente élue, sous prétexte de malversation, qui n'ont pas été prouvées, et a été mis à la place un certain Tander, je crois. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, exactement, merci. Et d'un certain Tander qui a poussé par les États-Unis. Temer, non? Temer. Chez Michel Temer, c'est pas ça? Actuellement. C'est ça, Temer. Qui est soutenu par les Américains et qui utilise l'armée pour réprimer les manifestations de rue en faveur de Lula, qui s'est porté candidat pour les prochaines présidentielles. Donc voilà, on en est là. Donc c'est une partie de bras de fer entre cette oligarchie financière américaine appuyée sur les milieux privilégiés d'Amérique latine et contre cette réaction, un mélange de nationalisme, populisme, c'est très curieux, c'est vraiment... Ils ne savent même pas comment se définir eux-mêmes, mais on constate simplement les choses. C'est ça. Très bien, et bien nous avons terminé les questions. Merci terminé. Mais en tout cas, merci parce que c'était de bonnes questions qui permettent justement de toucher à tous les sujets qui nous touchent plus qu'on aimerait. Bah oui. Plus qu'on aimerait. Ouais, donc voilà. Donc tout ce que je peux recommander aux uns et aux autres, formez autour de vous, discrètement. Ne vous fiez pas à des grandes manifestations ou de grands défilés, ça ne sert à rien qu'à vous faire repérer. Il faut être prêt le jour où ça pètera. Merci, M. Bonca. Merci à vous.